Salut à tous, c'est Revan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va encore parler de rugby parce que oui c'est l'actu en ce moment puisque la Coupe du Monde vient de se terminer et on va essayer de faire le débrief de la finale Angleterre-Afrique du Sud et puis par ailleurs on va aussi faire un petit bilan de cette Coupe du Monde. Alors on va d'abord revenir sur le scénario de cette finale. Alors, l'Afrique du Sud avait eu un parcours plutôt simple après les phases de poule, puisqu'ils avaient hérité du Japon en quart, qu'ils avaient battu très largement, puis ensuite des Gallois qui avaient battu la France et qui même s'ils ont résisté pendant presque tout le match, on sentait quand même qu'ils étaient très limités et que l'Afrique du Sud prendrait tôt ou tard le dessus, et c'est ce qui s'est passé, où ils ont gagné finalement grâce à leur défense, leur dimension physique et les coups et le pied d'André Pollard qui fait une Coupe du Monde magnifique. Et les Anglais, quant à eux, avaient mis une correction à l'Australie et avaient ensuite fait un match parfait, le match parfait contre la Nouvelle-Zélande, et qui a éliminé le double champion en titre. On débute donc ce match avec une grosse entame des Sudaf qui occupent le camp anglais, les Anglais qui n'arrivent pas à se sortir. Euh, les Anglais essaient de produire du jeu mais se heurtent constamment à une défense très rugueuse et très appliquée des Sud-Africains. On va avoir un énorme fait marquant en ce début de match, c'est la blessure de Sinclair qui se prend le coude de Mauro Itoje et qui sort sur KO. Et c'est là qu'on va avoir presque un tournant du match avec la rentrée de Dan Coles. Puisque ensuite, durant cette première mi-temps, les Anglais sont constamment pénalisés sur mêlée, surtout sur l'axe droit, où Dan Coles est totalement dominé par Mbotarira et constamment à la faute. Ce qu'André Pollard va tout de suite convertir en points avec ses nombreuses pénalités et sa réussite au pied. Je crois qu'il fait un 7 sur 8 ou 8 sur 9 au pied à la fin du match, donc c'est une performance quasi parfaite. L'Afrique du Sud fait donc la course en tête au pied. Les Anglais y répondent également grâce à Owen Farrell. Les Sud-Africains marquent à la 9e, à la 25e et la 39e et la 40e, tandis que les Anglais marquent à la 22e et la 35e dans cette première mi-temps. Donc on arrive à la mi-temps avec un avantage de 12 à 6 pour les Sudaf. Et en deuxième période, on va avoir un petit changement quand même. Les Anglais qui reviennent plus conquérants, qui essaient d'envoyer du jeu, qui vont même gagner des mêlées et marquer une pénalité de Farrell grâce à leur mêlée. Et on va avoir aussi le deuxième pour moi tournant du match, c'est quand Farrell, vers la 50e minute, a l'occasion de revenir à -3 des Sudaf et qui au final va rater sa pénalité et juste après André Pollard met une autre pénalité, ce qui fait qu'au lieu d'être à -3, il se retrouve à +9 en quelques minutes et forcément +9 ça veut dire faut marquer plus d'un essai transformé, donc la situation est forcément plus compliquée. Les Anglais vont tout faire pour essayer de marquer un essai, sauf que bien évidemment ils n'arrivent pas à passer. La défense sud-africaine est parfaite, vraiment, ça monte bien, c'est toujours en ligne. Franchement, il n'y a aucun espace, même des fois où on se dit que les Anglais pourraient jouer le coup sur les extérieurs, et ben non, ça ferme tout de suite. La paire de centres qui fait un abattage incroyable, les ailiers toujours bien placés. Et aussi, quand les Anglais essaient d'alterner par du pied, on a systématiquement les Sud-Africains dessous, avec Mapimpi, Colby ou Willy Leroux. Les Anglais vont donc tout faire pour essayer de revenir au score et de marquer un essai. Sauf que, comme je l'ai dit, la défense des Sud-Africains est imperméable. On va avoir une belle action anglaise néanmoins qui va aboutir à une course de Watson qui va s'arrêter
devant la ligne des 5 mètres des Sud-Africains. Mais Watson, au contact, au sol, commet un en avant et permet aux Sud-Africains de récupérer le ballon. Plus la fin de match approche, plus on sent des Anglais fatigués, qui font de moins en moins de mauvais choix. C'est assez impressionnant quand on voit le placement et les lignes, que ce soit en attaque ou en défense. C'était complètement désorganisé. D'ailleurs, j'ai trouvé que la charnière anglaise avait fait un match vraiment horrible. Ben Youngs et Farrell et Ford, qui doivent être les dépositaires du jeu anglais. Enfin, un match catastrophique. Le coaching anglais n'a pas apporté grand-chose, si ce n'est une meilleure tenue en mêlée avec Joe Marler. Mais vraiment, comme j'ai dit, la rentrée de Dan Coles a été catastrophique. Hein. Ouattara l'a complètement mangé en mêlée. Et donc, on va avoir ces Anglais qui, à la fin du match, sont de plus en plus dépassés et ça va aboutir à du décalage sur les ailes. Un débordement de Mapimpi qui poursuit au pied. C'est récupéré par un coéquipier qui, même si on a regardé la vidéo, il y avait peut-être une petite passe en avant. Bon, pour moi, j'en ai un peu marre de voir tout le temps les arbitres voir à la vidéo s'il n'y a pas une mini en avant ou quoi. Pour moi, la passe est sur la même ligne, donc il n'y a aucun souci. Et l'essai est magnifique puisque le centre remet sur Mapimpi qui va aplatir sous les perches, et André Pollard qui peut transformer. Et là, ça creuse vraiment un écart vraiment conséquent avec les Anglais qui doivent marquer 2 essais transformés pour revenir. Alors ils vont essayer encore une fois, mais la défense est comme je vais dire imperméable, et les Sud-Africains vont récupérer le ballon et ça va se terminer par un débordement de Colby absolument exceptionnel. Moi qui suis vraiment le Stade Toulousain toute l'année, quand je l'ai vu prendre la balle et tout comme ça, je me suis dit ah, c'est mort pour les Anglais, et j'ai eu raison puisque il a mis un magnifique crochet. Il a complètement déposé Owen Farrell qui était vraiment pas dans son match aujourd'hui, et qui bien sûr après est allé aplatir parce que c'est quasi impossible de le rattraper une fois qu'il est lancé et qu'il a fait une différence. Donc voilà, les Sud-Africains suite à ce match sont sacrés champions du monde. C'est mérité franchement sur cette finale, même si je suis pas très fan. Moi je suis plus pour un jeu de mouvement et tout ça, mais faut quand même avouer sur cette finale que les Sud-Africains ont été bien au-dessus des Anglais. Sinon maintenant je vais passer un peu à mes tops, les joueurs que j'ai trouvé bons, et les flops, ceux que j'ai trouvé vraiment en dessous dans ce match. Alors dans les tops, bien sûr on doit souligner la performance au pied d'André Pollard, qui est, de toute façon on le dit tout le temps, hein, on peut pas gagner une Coupe du Monde sans un grand buteur, et Pollard en est un. J'espère qu'il va aider Montpellier cette saison après, même si Montpellier c'est pas vraiment un club que je supporte. J'ai noté aussi la grosse performance des ailiers sud-africains, Mapimpi et Colby, qui ont vraiment été exceptionnels sur toute la Coupe du Monde, même si Colby a été blessé pendant quelques matchs. On doit forcément retenir la performance de Ouattara, surtout en mêlée, qui a complètement mangé son adversaire, son vis-à-vis Dan Cole, et qui a permis de récupérer de nombreuses pénalités et d'ainsi d'engranger de nombreux points face aux Anglais. Et bien sûr, le capitaine Colissi, un vrai vaillant, digne d'être capitaine. C'est un super troisième ligne. Et il me fait un peu penser dans son attitude du sautoir, genre le joueur exemplaire, rugueux en défense, parfait dans tout ce qu'il fait. Donc Colissi, magnifique performance et magnifique Coupe du Monde. Maintenant, on va passer dans les dans les flops des Anglais. En top anglais, je pourrais juste rajouter Mauro Itoje, qui pour moi devrait être élu meilleur joueur de la Coupe du Monde. Il est vraiment exceptionnel dans tout ce qu'il fait. C'est un monstre tout simplement, Mauro Itoje. Donc moi je le mettrais meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Et dans les flops anglais, il y en a beaucoup forcément. La première ligne qui s'est fait totalement manger en mêlée, surtout Dan Coles. Les liaisons étaient horribles et il était à la faute à chaque fois. Donc Dan Coles, je pense que c'était peut-être un de ses derniers matchs avec l'Angleterre, et malheureusement il a vraiment un peu raté sa sortie. Alors j'ai noté aussi la performance de la charnière. Ben Youngs qui fait des passes vraiment horribles.
C'est très inhabituel, mais sur une coupe du monde, bah, ça pardonne pas, hein, des passes en l'air à moitié, qui du coup le joueur anglais il récupère la balle, il se prend la marée sud-africaine, et du coup il y a des en avant, des erreurs comme ça. Farrell, dont le jeu au pied a vraiment été très peu inspiré. Sur la dernière action, on voit qu'il est complètement à la rue sur le rocher de Colby. On a bien vu que mentalement il s'était un peu écroulé. Ford, j'ai trouvé inutile dans ce match. Euh, les Anglais reposaient beaucoup leur jeu sur, le, sur leur 2-10 qui était Ford et Farrell, ce qui permet vraiment d'avoir plus de créativité dans le jeu. Et sur ce match, on ne l'a vraiment pas vu. Ford n'a servi à rien. J'ai l'impression qu'en fait, il y en avait vraiment un trop sur les deux. Et vu que les Anglais avaient décidé de répondre aux Sud-Africains par le physique aussi, et ben, j'ai trouvé que bah, les deux alignés, ça servait absolument à rien. Et vraiment à la mi-temps, j'aurais voulu voir un Jonathan Joseph rentrer bien plus vite pour essayer avec Tulagi de rentrer dans les Sud-Africains et vraiment de créer des espaces. Ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais sorti Ford bah, beaucoup plus tôt et j'aurais fait rentrer Jonathan Joseph pour essayer de trouver des solutions face à cette défense parfaite des Sud-Africains. J'ai trouvé la troisième ligne bien en dessous du match contre les All Blacks, par exemple. Underhill et Curry ont été en dessous de leur standard habituel. Et en ce qui concerne le triangle arrière, ils ont été dominés sur les ballons hauts, quoique Johnny Mee en a quand même rattrapé plusieurs. Mais Elliot Daly, j'ai trouvé vraiment très peu inspiré. Il y a des renvois qui sont pas forcément très bien tapés. Elliot Daly, j'étais un peu déçu par sa performance. Anthony Watson a été le seul à trouver, à essayer de avoir cassé des plaquages et avoir trouvé un petit peu de décalage, même si ça n'a pas suffi. Et Johnny May, il était vraiment pris sur son aile, il n'a jamais vraiment eu d'espace pour se lancer. Donc voilà, les Sud-Africains gagnent cette Coupe du Monde, ils en sont à 3. Et ils vont donc rejoindre les Néo-Zélandais qui eux aussi en ont 3. Pour les Anglais, c'était l'occasion de revenir à égalité avec les Sudaf et l'Australie, mais bon, c'est raté. Puis comme on est français, les Anglais qui perdent, on va pas se plaindre. Bon, maintenant, on va passer, je pense, on va faire un petit bilan de cette Coupe du Monde. Alors, pour moi, même si on l'a pas vu sur cette finale et même si le vainqueur n'est vraiment pas réputé, de toute façon, c'est ce que dit l'entraîneur sud-africain, hein. Pour lui, c'est pas le jeu qui prime, c'est vraiment la bataille et une grosse défense et un vrai combat physique. Néanmoins, pour moi, dans cette Coupe du Monde, on a eu vraiment le droit à du beau jeu et des équipes qui basent leur jeu sur l'offensive. On a bien sûr eu l'énorme surprise du Japon qui avait battu l'Irlande et l'Écosse vraiment en proposant un jeu extraordinaire, hyper rapide avec des ailiers avec des crochets incroyables. On a vu aussi des Anglais contre les All Blacks pratiquer un jeu magnifique. Les All Blacks, toujours, même s'ils ont un peu raté leur demi-finale, ont proposé un jeu quand même assez beau à voir. Dans les équipes qui m'ont vraiment pas fait rêver, je dirais le Pays de Galles, qui au final a fait. Enfin, pour moi, le Pays de Galles, on n'aura aucun souvenir de cette équipe dans cette Coupe du Monde, parce que même s'ils sont allés en demi, ils ont vraiment pas marqué les esprits, selon moi. On a vu les Français quand même par intermittence et surtout sur le match contre le Pays de Galles proposer un jeu magnifique. On a eu vraiment des gros scores. Je pense que j'ai pas regardé les stats, mais au niveau moyenne de points par match, tout ça, on doit être largement au-dessus des autres Coupes du Monde, au moins sur les quarts de finale. Même si la finale, il n'y avait pas vraiment de suspense, on a quand même vu surtout une deuxième période, parce que la première était vraiment pas terrible. On a vraiment vu une deuxième période magnifique, avec de très beaux essais. Sur les équipes qui m'ont vraiment fait rêver dans cette Coupe du Monde, je dirais qu'il y a le Japon pour la surprise. Un accueil magnifique, il n'y a quasiment pas eu de soucis d'organisation, si ce n'est le typhon, mais bon, ça c'est des conditions
climatiques et tout ça, et de toute façon, on peut rien faire pour les arrêter. Mais je trouve que l'organisation, tout ça, il n'y a vraiment pas eu de soucis. Le Japon a été un super pays hôte et j'espère qu'on sera au moins au même niveau en France en 2023. Les équipes qui ont déçu, bah, comme d'habitude, hein, c'est un peu le cas à chaque Coupe du Monde, l'Irlande, qui, avec son jeu typique du Leinster, tout ça, de jeu d'avant, et qui marque 3 points par 3 points, bah, en Coupe du Monde, ça marche jamais contre les nations du Sud. On l'a vu contre les All Blacks où ils ont vraiment pris une grosse raclée. L'Écosse qui a vraiment déjoué, on voit bien que c'est vraiment devenu une nation de second plan dans le rugby mondial. L'Australie a été un peu décevante aussi. Même si on savait que c'était pas les favoris dans cette Coupe du Monde, je pense que surtout sur certaines phases de jeu, ils ont vraiment montré qu'ils pouvaient faire quelque chose d'intéressant, mais ils n'ont pas été réguliers dans leur performance et leur défaite contre les Anglais en quart était totalement méritée. Sinon, pour continuer dans l'étape, je dirais bah, l'Angleterre, forcément, qui a fait l'exploit de battre les All Blacks, qui a fait des matchs parfaits, et même s'ils sont un peu passés à côté de la finale, on ne peut que souligner le travail d'Eddie Jones pendant 4 ans pour arriver à une telle maîtrise, surtout 4 ans après la catastrophe de 2015 où ils étaient, ils s'étaient fait éliminer chez eux en poule. Et dans l'étape, bah forcément, le champion du monde, l'Afrique du Sud, qui a vraiment fait une Coupe du Monde solide et vraiment cohérente du début à la fin. Alors maintenant, on va passer aussi on va essayer de se projeter vers 2023 et ce qui pourrait nous attendre pour la Coupe du Monde chez nous. Moi, j'espère qu'on va vraiment voir une belle équipe de France. Je peux pas m'empêcher d'avoir un petit sentiment de frustration sur cette Coupe du Monde parce que je me disais qu'on pouvait vraiment faire mieux et qu'avec un paquet d'avant plus solide et plus appliqué, on aurait passé les Gallois sans trop de problèmes, mais on aurait peut-être pu, pourquoi pas, essayer d'aller déranger les Springboks. Je pense qu'on a une ligne d'arrière magnifique en France et qu'on a vraiment pu faire quelque chose de mieux. Mais bon, entre tous les problèmes qu'on a eu, les défaites humiliantes contre les Fidji, le match nul chez nous contre le Japon, je pense que finalement ce quart de finale, avec la performance qu'on a montrée contre les Gallois, c'est finalement une Coupe du Monde plutôt positive dans l'ensemble, puisqu'on se dit qu'on va avoir vraiment une belle ossature pour 2023, avec Poirot, avec même Leroux qui a été très surprenant et qui revenait un peu de nulle part. On a Aldrit, on a Ituria qui j'espère va revenir, même s'il est vraiment passé à côté de sa Coupe du Monde. Voilà, on a des bons joueurs en France. On a Olivon qui est à troisième ligne vraiment de niveau international quand il n'est pas blessé. On a une charnière très prometteuse avec Dupont-Tamac, même si moi à l'avenir j'ai vraiment hâte de voir Carbonel qui est un vrai leader sur le terrain. Et pourquoi pas avoir Ntamak décalé ou en remplaçant. Et je trouve qu'on a vraiment trouvé notre paire de centre avec Fiku Vakatawa. On a vraiment un bon équilibre entre la vitesse, la percussion de Vakatawa et aussi le calme et la maîtrise de Fiku. On a vraiment une paire de centres qui pourra nous emmener très loin. Et des ailiers, Damien Penaud qui nous a montré sur cette Coupe du Monde qu'il peut débloquer une situation à tout moment. UG, ça va être fini. Mais bon, on a de la réserve. J'espère que les jeunes Toulousains, là, Mathis Lebel et Lucas Tozin, sauront prendre la relève. Et en arrière, Maxime Médard fait ses adieux. Et normalement, on a trouvé déjà un successeur avec Thomas Ramos. Donc c'est pour ça que je pense qu'on aura vraiment, surtout avec le travail qu'effectuera Galtier, Fabien Galtier, je pense qu'il va effectuer un gros travail tactique et qu'on aura une vraie base solide pour aller chercher pourquoi pas le titre mondial en 2023. Je pense que de toute façon les grosses nations seront toujours là. Les Blacks, je pense, se remettront assez vite de cet échec. Ils seront toujours aussi dangereux. On aura les Anglais encore revanchards parce que
même s'ils sont allés en finale comme ça, les Anglais, ils sont quand même pour la plupart assez jeunes et on les reverra forcément en 2023 et l'Afrique du Sud sera toujours là avec son style atypique et, son gros paquet d'avant et son énorme dimension physique. Pour finir cette vidéo, je voudrais dire un petit mot sur l'arbitrage. J'ai trouvé qu'au final, les arbitres français étaient vraiment au-dessus. C'est pas pour être chauvin ou quoi, mais j'ai trouvé vraiment que les arbitres français étaient au-dessus de leurs homologues étrangers sur cette Coupe du Monde. Et on peut, à mon avis, qu'applaudir la carrière de Jérôme Garcès, qui nous quitte sur une finale de Coupe du Monde parfaitement arbitrée. Donc voilà, un grand bravo aux arbitres français et en particulier à Monsieur Garcès qui va maintenant intégrer les grandes instances du rugby mondial. Voilà, c'était mon petit bilan et mon débrief de la Coupe du Monde de rugby 2019. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Revan. Salut!